Qu'est-ce que J'ai la mort? peur de la mort. Est-ce que Mais ça fait qu'est-ce que mal? c'est la Qu'est-ce mort? qu'il y a après la mort? Je vais avoir mal. Quand est-ce qu'elle vient, la mort? Que deviennent les gens qui meurent? Qu'est-ce que la mort? On est obligé de mourir. Est-ce que je peux l'éviter? Où elle est, grand-mère? La peur de la mort, ou thanatophobie, hante l'être humain depuis toujours. En effet, ce dernier est le seul être vivant qui a conscience d'être mortel. C'est d'ailleurs une des différences fondamentales que l'on peut faire entre l'humain et l'animal. Mais qu'est-ce que la mort? Ce que je pense de la mort. Donc il faut que je développe la réponse à qu'est-ce que je pense de la mort, d'accord. Je suis très sceptique dessus. C'est-à-dire que c'est pas la fin, parce que tout sur Terre et dans l'univers est un cycle, et un cycle, ça se répète. La fin, un arrêt. Je crois pas du tout à la réincarnation. Donc. Dis-toi que je me suis posé cette question pendant que j'étais toute petite et tout, donc c'est dur à répondre comme ça maintenant. Oui, c'est une fin en soi, tu t'éteins, tu pars, c'est tout. Bah la mort c'est un état. C'est je sais pas, c'est tu vis après boum t'es malade ou t'as un accident et après tu crèves quoi, je sais pas, C'est une étape de la vie. C'est la fin de la fin de quelque chose, peut-être le début d'une autre. Le moment où tu vis, au moment où tu meurs, c'est le moment où tu vis plus. Je sais pas, ça me paraît. j'ai envie de te dire que c'est la finalité de tout être vivant. Il n'y a pas 70 minutes dans ma vie sans que je pense à la mort. C'est toujours aussi flou et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la mort fait peur. Oui, alors peut-être qu'il faudrait chercher une définition plus collective. Dans le dictionnaire, je pense qu'on pourra en trouver. Pas une mauvaise idée. Morse, morsure, mort. Cessation de la vie. Cessation de la vie. C'est toujours aussi flou et ce n'est guère plus rassurant. Alors peut-être pour dépasser cette peur, on devrait aller du côté des philosophes qui sont toujours de bons conseils et qui nous disent, par exemple Platon, Montaigne ou encore Épicure, que pour apprendre à vivre, il faudrait d'abord apprendre à mourir. Apprendre à mourir? Mais comment veux-tu apprendre à mourir? On ne meurt qu'une seule fois. Oui, mais alors ici, apprendre à mourir, ça voudrait dire en fait apprendre à vivre avec le goût de la mort en bouche. C'est-à-dire en gardant à l'esprit que notre vie est éphémère, mais sans sombrer dans la dépression, plutôt en essayant du coup de savourer tous les petits plaisirs quotidiens. Ce serait une sorte de carpe diem. Profiter de la vie serait donc un moyen d'affronter la mort avec plus de facilité. C'est ça. Je crains la mort, je suis pas sûre. Si, je la crains. Oui, je la crains. Là, tout de suite, pas spécialement. Un petit peu. Non. Non. D'accord. Absolument pas. Non. Non. Oui, complètement. Oui. Comme tout le monde, je pense. Oui, c'est vrai. J'y réfléchis pas encore, je profite, donc du coup, je m'imagine pas encore, mais... Oui et non. J'ai pas peur de la mort en soi, parce que je pense pas que ce soit une fin en soi. J'ai peur de souffrir avant la mort. J'ai pas peur de la mort. Pourquoi? J'ai pas envie d'avoir mal. D'accord, c'est la douleur. Et c'est quitter les gens que j'aime. Ce qu'il y a après, ça me fait pas peur parce que je sais que, y a rien après, quoi. Y a rien qui t'attend. Non. De toute façon, c'est inévitable, donc ça sert à rien d'avoir peur. Puis en plus, on sait pas ce que c'est la mort, donc on va pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Bah j'attends toujours une correspondance, mais j'ai rien reçu. D'accord. Voilà, à quoi bon en avoir peur? Autant en profiter, en revanche, profiter de tout le reste avant. Que ce soit demain ou dans un certain nombre d'années. Non, ma préoccupation sont plutôt mes enfants. Voilà. C'est de les accompagner le plus possible pour leur donner des outils et leur permettre d'être plutôt de belles personnes et aussi autonomes que possible. Le reste, voilà. Ça me fait penser aux dernières paroles de Jung qu'il a dit à ses proches avant de mourir. Il disait avec une certaine sérénité, ça arrive à tout le monde. Oui, donc il n'exprimait aucun regret. D'ailleurs, une étude prouve que les regrets affectent considérablement la vie. Au Massachusetts, on a libéré des rats dans un labyrinthe où on avait caché des bouts de fromage.
Et les rats qui passaient à côté sans prendre le temps de les manger mouraient plus rapidement que ceux qui prenaient le temps de les savourer. Donc on voit bien que les regrets, ça fait mourir plus rapidement, donc c'est pas bon. Peut-être la seule chose dont je suis sûr dans ma vie, c'est je suis pas sûr d'arriver à faire grand chose, mais je suis sûr d'un truc, c'est que je vais mourir. C'est quelque chose de hyper flippant et d'hyper rassurant à la fois. Mais je pense que c'est plus rassurant pour moi parce que précisément l'immortalité est quelque chose qui me terrorise. Néanmoins, l'immortalité est une invention humaine, visant à rassurer l'être humain qui souhaite échapper à sa condition mortelle. Et une première façon de se rassurer en échappant justement à cette condition mortelle est donnée par la religion qui promet effectivement après la mort une vie éternelle. Dès l'Antiquité, il existe toute une mythologie qui permet de répondre à cette question que l'humain se pose, qu'y a-t-il après la mort ? C'est pourquoi un Grec à l'époque pouvait imaginer se retrouver dans les enfers gouvernés par Hadès, après avoir traversé le Styx grâce au passeur Charon. S'il avait été bon durant son existence humaine, il se retrouvait dans les Champs-Élysées où l'attendait une vie éternelle de félicité, et sinon il se retrouvait dans le Tartare où il était puni. Ceci n'est qu'un exemple bien entendu, car les religions ont connu de multiples évolutions, mais elles promettent toujours une vie éternelle. Oui, par exemple, le concept d'enfer et de paradis se retrouve dans la plupart des religions aujourd'hui. Le Jardin d'Éden, qui est une forme de paradis, se retrouve dans les 3 plus grandes religions monothéistes, chez les chrétiens, les juifs et les musulmans. Le Nirvana se retrouve, lui, notamment dans le bouddhisme et l'hindouisme. Mais dans ces 2 dernières religions, on peut aussi trouver une autre forme d'immortalité qui est la réincarnation. Personnellement, je me dis que si tu meurs, tu vas sûrement devenir quelque chose d'autre. Je sais pas, une plante ou même une cacahuète, n'importe quoi. Hein. C'est une étape intermédiaire qui va nous mener vers quelque chose d'autre. La vision catholique de la chose, en fait, c'est que, grosso modo, ce qu'on vit là physiquement, en fait, notre vie, en fait, c'est une sorte d'épreuve, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui est la souffrance, la faim, la soif, etc., finalement, c'est les besoins qui sont corporels de ton corps, tu vois. Et d'ailleurs, le fait que tu sois plongé que tu sois dans cette enveloppe corporelle aussi amène tout ce qui est toutes tes souffrances aussi. Même quand quelqu'un meurt, lorsqu'un de tes proches meurt, pourquoi tu ne peux plus le rejoindre, c'est parce que toi, tu es piégé dans ce corps et finalement tu es séparé par cette fatalité de cette personne que tu aimais tant et qui maintenant n'est plus, en fait. Et lorsque tu meurs, c'est la fin de cette épreuve, tu vois, c'est-à-dire on regarde avec les circonstances ce que tu as fait de cette vie. Et voilà, selon ça, tu continues pas ta vie, parce que du coup ta vie c'est ce qui se passe maintenant, mais ton existence, voilà, ton existence. Je suis catholique, alors je crois qu'il y a un paradis et une vie éternelle. De tout temps, la religion a permis et permet toujours d'appréhender la mort sans la peur de l'inconnu, avec l'espoir d'une éternité plaisante dans laquelle l'homme côtoierait le divin. Je ne crois pas à une vie après. Par contre, je crois foncièrement à la remise moléculaire en Terre ou dans la constitution planétaire qui fait qu'il y aura un après. Sûrement en très 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 petit bout, mais il y aura un après, c'est sûr. C'est pas de la même façon que maintenant, mais il y aura un après. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Un tas de poussière. D'accord. Et des asticots qui rongent Je pense pas. C'est mon avis, voilà. Je suis très cartésienne, très scientifique, donc non. Non, il n'y a rien. Non, c'est bien, ça s'arrête. Scientifiquement parlant, pas de tout, juste de toi. C'est le moment où tu meurs, c'est le moment où tu penses plus, tu fais plus rien, t'es mort. J'aurais tendance à dire de manière assez cartésienne, rien du tout. Et en même temps, pour me raccrocher dans des situations très très proches justement de la mort, enfin, ou qui venait de se produire, un secret espoir et un doute, quand bien même je suis extrêmement cartésien, un doute m'a peut-être permis, notamment à 2 reprises, de tenir le coup. Donc c'est plein de paradoxes, plein de contradictions, mais en même temps, c'est cette microscopique petite fenêtre, et après tout, qui peut-être m'a permis de ne pas craquer dans un certain cas. Pourquoi pas, peut-être que les esprits sont là. Moi, j'aime à croire que parfois, quand je me recueille et que je pense à des personnes qui précisément ont disparu ou sont loin de moi, j'ose croire
qu'il y a un regard, qu'il existe quelque chose. Et là aussi, ça reste quelque chose dans l'immortalité. Genre être des fantômes. Ouais, que notre esprit continue à vivre. Ouh, je sais pas, c'est des questions très intéressantes mais auxquelles j'ai jamais réfléchi vraiment. Bah, quel est l'intérêt? Enfin, à pas pour dire ouh, je suis là en mode fantôme, je sais pas. Observer que la vie continue autour de nous. Pourquoi pas? C'est vrai que ça serait marrant de voir quand on est morte comment le monde est devenu. Conseiller les prochaines générations, tu vois. Genre être une sorte de petite crew de fantômes, tu vois, et on dit ouais, par contre, ne faites pas les mêmes erreurs que nous, faites attention à la planète, juste le côté sage en fait. J'ai une petite théorie là-dessus, je pense qu'il y a ce qu'on veut qu'il y ait. C'est-à-dire que je pense que si on croit très fort qu'il y a quelque chose, quoi qu'on imagine, on a de fortes chances de trouver ça. Voilà. Mais comme on peut le constater, ce fantasme humain qui est l'immortalité est moins alimenté par la religion de nos jours qu'auparavant. Cependant, l'envie de transgresser les limites imposées par la nature demeure présent et fait l'objet d'une grande partie de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais attends, on n'a pas les tenues pour ? Voilà, c'est mieux comme ça. Un des buts principaux de la recherche scientifique est bien la prolongation de la vie, voire même la quête de l'immortalité. Mais pensez-vous que la science parviendrait à nous rendre immortels un jour? Immortel non, prolongé oui. Et voilà quoi, c'est... On n'arrivera pas à vivre éternellement, plus longtemps oui, vivre vieux, 100, 150 ans, peut-être 200 ans plus tard avec une avance technologique qui nous dépasse aujourd'hui, mais il y aura toujours un moment où les choses se finiront, il y a des compositions des cellules, les cellules elles vieillissent avec le temps, toutes ces choses-là qui font que c'est pas possible. J'ai envie de te dire, je vais faire le parallèle avec autre chose, le mouvement perpétuel. Tout le monde s'en pignole dessus, mais c'est de la masturbation, c'est de la pure masturbation. Oui, moi aussi. Parce que le mouvement perpétuel, c'est... Est-ce que tu vois un petit peu les principes du mouvement perpétuel ou pas du tout? En gros, tu as un système avec de l'énergie auquel ne rentre et auquel ne sort, mais qui continue à fonctionner. Non, il faut absolument une source d'énergie pour que ça continue à fonctionner. Du coup... j'ai envie de te dire, non, la science n'y arrivera jamais. Du coup, je crois que la technologie, alors, va peut-être pas nous aider à être immortels, mais elle va nous aider à vivre beaucoup plus longtemps. Et globalement, je pense que voilà, il y aura beaucoup de travaux scientifiques qui seront faits sur ce thème-là, parce que je pense que c'est un peu le Graal de beaucoup de scientifiques, et je pense que la technologie va bientôt nous permettre de pouvoir faire des grands bonds dans ce sens-là. Je sais pas si elle y arrivera, mais je crois que ça sera assez compliqué. Prolonger la vie, oui, clairement c'est ce qu'on fait depuis 200-300 ans. À la base on crevait à 30 ans, maintenant on peut mourir à 100 ans. Donc prolonger l'espérance de vie, améliorer la qualité de vie, tout ça pour mourir, vivre bien et mourir plus vieux, oui. Après de là devenir carrément immortel, non, j'y crois pas personnellement. Parce qu'on est toujours composé de chaînes ADN. Je suis désolé, mais tu te fais un bombardement à coup de radiation, tes chaînes ADN, elles partent en couille. Si tu prends une météorite sur la gueule, tu peux être immortel comme tu veux, tu te fais désintégrer. Donc améliorer le corps pour qu'il tienne plus longtemps, ouais, mais pas devenir immortel, c'est du fantasme. Pourtant, sachez que les avancées scientifiques pourraient très vite vous détromper. En effet, depuis le XVIe siècle, l'espérance de vie humaine n'a cessé d'augmenter. En France, en 1750, on pourrait espérer vivre 25 ans si l'on était chanceux, tandis qu'aujourd'hui l'espérance de vie moyenne est de 82 ans. Et l'Institut national d'études démographiques prévoit que d'ici 2050, on pourrait vivre jusqu'à 90 ans. Puisque grâce au progrès de la médecine, on gagne de plus en plus d'années de vie, se pourrait-il qu'un jour on gagne une vie éternelle ? Non. Certains biologistes comme Hayflick le contestent et pensent que 120 ans serait une limite naturelle infranchissable, à partir de laquelle il y aurait une certaine obsolescence du corps. Par exemple, certaines études démontreraient que le cœur ne peut battre plus de 3 milliards de fois, ou que les cellules ne peuvent se diviser plus de 52 fois. Oui, mais d'autres chercheurs pensent exactement le contraire, et dans le passé on n'imaginait jamais pouvoir atteindre 100 ans. Or c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que certains chirurgiens, par exemple Laurent Alexandre, disent que le premier homme destiné à vivre 1000 ans est déjà né. Oui, je pense qu'on va y arriver. Avec des cellules souches, oui, peut-être. Possible, mais dans longtemps quand même, la cryogénisation. On n'arrive déjà pas à faire voler un être humain, donc la cryogénisation, ça c'est mort.
T'as dit quoi d'autre? Le clonage. Le clonage, alors, certes, cloner c'est le même état physique, mais par contre après l'état mental il changera du tout au tout, je pense. Hein. Après ça dépend de selon ce que tu as fait dans ta vie, par qui tu as été élevé, comment tu as été élevé. C'est ça qui te fait toi. C'est pas le clonage qui va garder ta mémoire. C'est juste tu vas changer de boîtier, tu vas pas garder le même disque dur. Littéralement c'est ça. Donc voilà, je crois plutôt au transhumanisme. Et globalement, alors il y a une statistique qui vient de sortir sur la population française qui vient à l'encontre de ce que je viens de dire, mais au niveau de l'humanité, généralement, on me dit que toutes les années qui passent, en fait, on a une espérance de vie qui augmente de 3 mois. Donc tous les ans, en fait, on ne vieillit que de 9 mois. Donc voilà. Enfin, je cite Laurent Alexandre, qui est un scientifique assez connu. Et qu'est-ce que le transhumanisme? C'est un terme qu'on doit à Julian Huxley. C'est le frère de celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Voilà, et c'est l'amélioration des caractéristiques physiques et mentales grâce à la médecine exponentielle. Et qu'est-ce que la médecine exponentielle? C'est l'ensemble des nanotechnologies, des biotechnologies, du progrès de l'informatique et des sciences cognitives qui pourraient nous permettre dans le futur de modifier et d'améliorer notre corps jusqu'à prolonger notre espérance de vie. Certains biologistes pensent que ce sera possible et fondent beaucoup d'espoir dans cette théorie. Par exemple, Kurzweil dit que la mort est un obstacle qu'on sera bientôt en mesure de surmonter. Certains philosophes sont d'accord avec lui, par exemple Max More, que je vais citer, a dit qu'en réalisant la transmutation des éléments et en apprenant à voler, nous avons réalisé 2 des 3 grands rêves des alchimistes et que l'immortalité sera la 3e étape. Mais ce ne sont que des suppositions. Pour le moment, mais nous sommes quand même capables de greffer des organes artificiels, dont un cœur. Ce sont des opérations très rares. Certes, mais qui arrivent. Et puis nous sommes quand même capables de réaliser des imprimantes 3D cellulaires de nos jours et d'exploiter les cellules souches de manière à créer des mini-organes, par exemple un mini-foie. Nous pouvons aussi rebooster la mitochondrie. La mito quoi? La mitochondrie, c'est une sorte de centrale énergétique que nous avons dans le corps qui contribue au fonctionnement de nos cellules et qui s'affaiblit au cours du temps, ce qui provoque le vieillissement de nos cellules et donc le vieillissement de notre corps. Je comprends qu'à l'allure des progrès scientifiques, il y ait beaucoup de personnes qui placent autant d'espoir dans le transhumanisme. Certains en placent même trop, je dirais jusqu'à même miser leur fortune ou leur vie là-dessus. Tu as déjà entendu parler de la société Calico ? Oui, c'est une firme de Google qui promet d'ici 2035 de prolonger l'espérance de vie de 20 ans. C'est ça, mais certaines sociétés, par exemple Humai en Australie, promet de pouvoir vaincre la mort d'ici 2045 en pouvant transplanter nos pensées dans un clone. D'autres sociétés comme Alcor pourraient même proposer une cryogénisation. Contre une grosse somme d'argent, bien sûr. Ça me fait penser au milliardaire russe Iskov Dimitri, qui a déjà réalisé un clone de lui-même avec un cerveau artificiel et qui compte faire transplanter ses pensées dans ce corps artificiel après s'être suicidé en 2045. Mais comment pourrait-on y arriver d'ici là? Et puis, même si on y arrivait, je vois pas l'intérêt. D'avoir la possibilité de résister indéfiniment, non. En fait, j'en vois même pas l'intérêt. Parce que mécaniquement, on peut repousser la limite, mais il y aura forcément une issue. Et après, il puisse y avoir non. Voilà. Pourquoi ne pas mourir? Voilà, c'est ce que je vous demande. Je pense que c'est utile de mourir. Franchement, dans très très longtemps, et même si c'est le cas, je trouve que ça sert strictement à rien. On est déjà trop sur Terre. Donc en plus si c'est pour être immortel, en plus je sais pas, on a des enfants, les voir grandir et après voir leurs enfants grandir, ça va, au bout d'un moment faut mourir quoi, voilà. Donc, on a fait notre temps quoi, ouais c'est ça. Voilà. On a fait notre temps, faut savoir l'accepter et se dire et avoir la plus belle mort, ça serait mourir de vieillesse. Vivre plus de 100 ans, vraiment pas du tout. Et la cryogénisation, c'est quelque chose qui me rend absolument fou. J'ai pas du tout envie d'être congelé pour être réanimé des années plus tard ou me faire greffer, comme le font ces admirables Chinois, une tête de singe ou un cul de singe. Après, les parties sont plus ou moins... Je suis pas du tout... Non, ça ne m'attire pas du tout. Si la mort est un mécanisme naturel, comment pourrait-on l'éviter ? Je ne sais pas, mais certains animaux semblent en avoir le secret. Tu as déjà entendu parler de la méduse Turritopsis nutricula ? Oui, c'est une méduse qui est capable d'inverser son processus de vieillissement et qui en l'occurrence est immortelle. Mais je me demandais, si elle est immortelle, ça veut dire qu'elle va proliférer jusqu'à envahir les océans ? Non, parce qu'elle peut aussi mourir prématurément, comme mangée par une autre espèce.
Mais pourquoi l'humain ne serait-il pas capable lui aussi de mourir que par accident ? Ce serait à cause de notre métabolisme, mais le biologiste Raymond Pearl accuse aussi nos gènes à expression tardive, qui sont, pour parler très simplement, nos gènes de reproduction. Donc, les gènes qui nous servent à nous reproduire sont aussi les gènes qui nous servent à mourir ? Oui, c'est un peu comme si la nature ne nous offrait qu'une forme d'immortalité, la descendance. Et pourquoi chercher une autre forme d'immortalité ? Bah, pour rester plus longtemps avec nos proches, pour perdurer, laisser une trace dans ce monde. Mais voyons plutôt voir ce qu'en pensent ceux qu'on a interrogés. Devenir immortel, non, ça serait pas intéressant, franchement. Bah, comme je dis, on voit ses enfants mourir et puis au final, on est seul, quoi. Parce que bah, tout le monde meurt à côté de nous, on peut pas. Imaginons que l'humanité entière soit immortelle. Est-ce que ça vous plairait, ça On serait trop, franchement, on serait. Je sais pas, on s'ennuierait trop. Déjà là, on essaie de donner un sens à notre existence, alors en plus, pour rester des milliers d'années, on va se dire non, mais. Non. Ça ne me plaît pas parce que je pense que la renaissance ou la naissance des gens permet d'avoir une diversité qu'on n'aura plus dans l'immortalité. On va perdre en différence, en évolution variée, en capital génétique différent aussi. Ah non, je m'emmerderais à fond. J'emmerderais trop. Hein. Non. D'accord. Ça dépend, rester immortel, enfin rester jeune toute sa vie. Et pas pouvoir vieillir, c'est triste. Des fois, en parlant sérieusement, c'est sûr que moi j'ai pas envie de le faire, mais quand je vois des films ou quoi, j'ai envie d'être comme le personnage, vivre immortellement et être immortel et voilà. Pas du tout, parce que je me ferais vachement chier. Et il y a déjà l'ennui. Même le fait de voir, tu sais, je sais pas, tous tes proches crever les uns après les autres, alors que toi t'es encore là, t'as plus personne. Si j'avais la possibilité d'être immortel, je voudrais pas. Moi je dirais non, je signe pas, hein, c'est mort. Hein. Ouais, complètement. Je sais pas, à 800 ans, ça doit commencer à devenir un petit peu complexe, quoi. Enfin, si on se met 800 ans en arrière, le nombre de conflits, d'horreurs, de situations épouvantables... Non plus. Non. Pourquoi faire Ouais. Pourquoi vivre vieux dans une petite chaise roulante comme un légume ? Pas du tout. Non. Bah parce que c'est pas notre destinée. Ah bon d'accord. Mourir c'est mais non, on est pour mourir tout simplement et puis c'est très bien comme ça. Immortel, invulnérable et invincible, ça me ferait triper. Même si tout le monde crève sur Terre, au moins je serais vivant et je pourrais voir la fin des temps. Voir la fin des temps, juste voir la fin de l'humanité, la fin de la Terre, tout voir. Bon, le moment où il y a plus rien, je me ferais chier, c'est vrai, mais bon, je pense qu'au bout de 15 ou 20 000 ans, toi, je m'habituerai donc... Non, l'immortalité, oui, peut-être qu'un jour on pourra y arriver scientifiquement, mais je ne l'espère pas. Je pense pas que ce soit un but pour l'espèce humaine. Survivre, oui, mais pas survivre une personne. Je trouve ça trop orgueilleux pour moi. Et pourtant, Dieu sait que je suis orgueilleux. Hein. Si mes proches meurent, ça me ferait de la peine, c'est vrai, mais j'ai pas non plus... Enfin, c'est normal, c'est normal, c'est logique. S'ils meurent, on est vivant, enfin on est des êtres humains, on est vivant. Il y a un moment où tu meurs, je veux dire, faut s'y attendre, c'est normal. Non, il y aurait plus de sens. Il n'y aurait plus de sens, tout ce qu'on connaîtrait n'aurait plus aucun sens, le plaisir n'aurait plus aucun sens. La volonté de se divertir n'aurait plus aucun sens. Plus rien n'aurait de sens en fait, du moins dans ce qu'on peut retrouver dans les codes sociaux, dans les codes culturels et philosophiques qu'on nous inculque depuis, bon j'ai 21 ans, depuis maintenant 21 ans. Alors là oui, pour le coup, oui, pourquoi pas. Ouais. Enfin, ça dépend de ce que sera l'avenir nous promet, mais oui, dans l'absolu, oui, pourquoi pas, ouais, pour pouvoir vivre plus longtemps avec mes enfants. L'immortalité de l'âme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Là, on le voit parce qu'en plus, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais on est encore en janvier 2016 et on a eu une sorte d'hécatombe. On a perdu plein de grandes têtes du show business, de la culture, et ces personnes-là, c'est évident qu'elles sont immortelles. Pour peu qu'une personne garde dans son cœur ou pense à cette personne dans 1000 ans, moi je trouve ça absolument extraordinaire de me dire que lorsque 50 ans seront passés, s'il y a un gamin qui écoute un disque de David Bowie, c'est là l'immortalité. L'art est effectivement une forme d'immortalité. Une œuvre d'art persiste dans le temps, tandis que son créateur meurt.
John Keats le démontre dans son poème A Thing of Beauty. Is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still we keep a bower quiet for us. Et quand on crée, on se réalise dans l'objet. Et cette objectivation nous permet de devenir éternel d'une certaine manière et d'avoir une utilité dans le monde. Sartre le démontre dans Qu'est-ce que la littérature, où il montre que l'humain souhaite être essentiel par rapport au monde. Oui, et le thème de l'immortalité est repris un peu partout dans la fiction et la science-fiction. Par exemple, dans Harry Potter, le personnage de Nicolas Flamel et la pierre philosophale font partie de l'immortalité. Enfin, dans le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, on remarque que le personnage principal aspire à une vie éternelle. Et dans la science-fiction et les dystopies, généralement les auteurs aiment bien imaginer les conséquences souvent désastreuses que pourrait avoir une humanité qui connaîtrait l'immortalité. C'est quelque chose d'hyper important, cet aspect de comment est-ce qu'on considère une personne morte. Il y a quelque chose d'absolument fou. Et moi je n'arrive pas à me dire que toutes ces personnes qu'on a perdues récemment, ils sont morts. Bon après il y en a même, je vais dire, il y en a j'ai appris qu'ils étaient morts et je pensais qu'ils l'étaient déjà. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà pour moi immortels, ils n'avaient pas besoin d'être encore en vie. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que... Au moins, je pourrais quasiment avoir le même âge que mon papa. Ça me plairait beaucoup parce que du coup, t'as pas la peine de prendre ta retraite, tu peux pas être vieux, donc c'est ça qui est cool. Ça va. Tu peux pas être vieux, c'est ça qui est cool. Bah écoute, une belle phrase. Mais si tout le monde était immortel, quelles seraient les conséquences sur le monde? Mais quelque part, on peut se poser la question, ouais, est-ce que c'est rationnel dans le grand ordre des choses au final, tu vois? Je me suis pas posé forcément bien souvent la question, mais déjà du droit de vivre aux dépens d'autres personnes. Parce que pourquoi on choisirait? Et puis, est-ce que tous les esprits mériteraient de rester? Ou est-ce qu'à un moment il faudrait faire de l'écrémage parce que certains se comportent pas bien, malgré tout? Ou on met les esprits immortels en sommeil, puis on les réveille quand ils ont purgé au bout de 1000 ans une peine pour repartir et tout. À mon avis, là, on arrive à des problèmes incroyables. Et puis après, sur l'être lui-même, quoi. Les humains mortels, on n'est pas très très bons avec notre planète, alors vous imaginez si les gens vivaient 300 ans ou plus. Non, je pense qu'il vaut mieux pas. Puis ce serait une course à l'argent encore, ces histoires-là, si on développait, je sais pas, imaginons une pilule magique pour vivre éternellement, alors là ce serait commercial à fond, et non, je pense que ce serait pas bon. Il y aurait une surpopulation, voilà, il y aurait des gens qui seront autorisés à être immortels et d'autres non, peut-être. Avec un corps de matière qui ne soit pas renouvelé, j'y crois pas. Ou du moins j'espère pas. Et l'immortalité me fait peur, on a déjà un problème de surpopulation. Si en plus on garde 1 milliard de glandus sur 1 milliard d'années, pour peu qu'ils aient la mauvaise idée de baiser comme des lapins, ça va être un bordel monstre assez vite. Donc je tiens à préciser que je n'ai rien contre les lapins, hein. Ce sont mes amis. Ça dépend comment c'est fait en fait, si tout le monde devient immortel, si tout est bien cadré comme il faut et qu'on peut avoir des ressources pour pouvoir vivre bien. Parce que si on est 15 milliards d'êtres vivants immortels, c'est bien. Mais si on vit tous mal parce qu'on est trop nombreux, ça vaut pas le coup de... Enfin, après t'es immortel, tu dis je peux pas manger, enfin... C'est pas parce que t'es immortel qu'il faut se priver de tout luxe, ça n'a aucun sens en fait. Puis il y a un moment donné où, j'imagine, ça dépend à quel âge on sera immortel, mais quand on vieillit, quand la santé ne suit plus, le corps ne suit plus, même je pense qu'à un moment donné, on veut partir naturellement, notre corps nous dit stop quoi. Le manque de diversité, après, je pense que la crainte, ça serait que ça exacerbe le désir de possession et surtout l'égocentrisme. Le fait qu'il y ait une finitude et qu'on sache qu'un jour ça s'arrête, ça nous pousse vers l'altérité parce que la solitude on la vit mal. Et voilà, j'imagine pas ça radieux. D'accord. J'y ai pas extrêmement réfléchi, non, c'est pas une histoire que ce soit cool ou que ce soit pas cool, ce serait une histoire qu'il faudrait réadapter toute notre société sur ça, donc c'est-à-dire que nos besoins primaires qui nous maintiennent en vie, à savoir manger, boire et dormir, ne seraient plus indispensables, donc ils ne seraient plus caractérisés en tant que besoin, mais uniquement en tant que plaisir. Ça signifierait également que toute la médecine moderne serait à remettre en question, parce que le but de la médecine est quand même de rallonger l'espérance de vie. Non, ça remet absolument
tout ce qu'on connaît en question, parce que tout est calqué sur le principe de vivant ou de mort, de 0 ou de 1, de existant ou de inexistant. Donc voilà ce que je pourrais dire sur l'immortalité. Voilà, enfin selon moi c'est mort. Et après voilà. L'immortalité aurait pour première conséquence la surpopulation. En effet, en 2015, nous étions déjà 7,3 milliards. En 2050, nous serons probablement 9 milliards. Cela pose déjà d'énormes problèmes d'inégalité, par exemple liés aux accès aux ressources, à l'alimentation et aux médicaments. Cette surpopulation a également un certain impact sur le réchauffement climatique. En 2009, les Fonds des Nations Unies pour la population ont déclaré qu'il fallait impérativement réduire la population pour réduire le réchauffement climatique. Et pourtant, nous sommes chaque jour 227 000 habitants de plus sur la Terre. Et en plus, vu le prix des produits anti-âge, je n'essaye même pas d'imaginer le prix qu'aurait un produit pour l'immortalité. Oui, je pense que ça serait un moyen de diviser encore plus le monde d'aujourd'hui en castes, car le produit serait réservé à une petite élite. Et les mortels et les immortels seraient donc divisés, séparés. Or, notre monde actuel connaît déjà de multiples inégalités. En effet, moins de 10% de la population mondiale possède plus de 80% du patrimoine mondial, et on peut imaginer qu'une immortalité pourrait aggraver encore plus ces inégalités. Puis l'éternité, c'est long, on s'ennuierait. En effet, Oscar Wilde disait déjà que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Et puis, quelle serait la notion de plaisir, la notion de bonheur? Aurait-on encore une raison de vivre? Selon Descartes, nous ne resterions pas une seconde de plus dans ce corps si nous n'avions pas la certitude d'être heureux. Et vous? Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous être immortel ?